Bonjour et bienvenue sur le plateau de Terre d'Info, le JT en ce mercredi 31 août, toujours en direct de cette 70e foire de Châlons pour là aussi une émission qui va être extrêmement chargée puisque dans la partie actu, nous recevrons les candidats de la primaire de droite. Et oui, à la veille de la rentrée des classes, c'est bien la rentrée des candidats à la primaire de droite. On aura une interview exclusive d'Alain Juppé qui a sillonné les allées de ce salon ce matin. Et là aussi, nous retrouverons en tout cas les principaux points du programme de Nicolas Sarkozy qui était là hier. Mais dans l'actualité, là aussi, on va s'intéresser à la bioéconomie et justement à quel point l'agriculture du Grand Est peut être leader dans ce secteur de la bioéconomie. Et dans la partie débat, parce que vous le savez, tous les jours nous avons un débat, on va essayer de voir comment on peut améliorer l'image des agriculteurs vis-à-vis d'eux-mêmes et vis-à-vis aussi du grand public. Voilà pour le programme et le sommaire de cette émission. Et là, vous savez, vous pouvez réagir également sur l'ensemble de nos réseaux sociaux, notre page Facebook Campagne TV, notre Twitter @Campagne TV, #TDI ou notre site www.campagnetv.com. Place maintenant à la partie Acti. Alain Juppé, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation de vous recevoir sur le plateau de Campagne TV pour votre visite en ce mercredi sur la foire de Châlons. Alors pourquoi c'était important pour vous d'être présent ici au cœur de cette région Grand Est qui est la première région agroalimentaire de France? D'abord parce que c'est une des plus grandes foires de France, la deuxième je crois. Ce n'est pas la première fois que j'y viens. Je suis heureux de retrouver mes amis, en particulier le maire de Châlons ici. Et puis parce que c'est pour moi l'occasion de poursuivre mon dialogue avec les représentants du monde agricole. Et c'est vrai que vous avez commencé cette matinée avec justement un échange avec l'ensemble des professionnels des filières agricoles et des représentants syndicaux. Là aussi, c'est le style Juppé qui est à l'épreuve? C'est ma méthode. Avant de faire des propositions, je souhaite d'abord écouter ceux qui sont principalement concernés. Je l'ai déjà fait à plusieurs reprises. J'ai déjà publié un cahier Agir pour l'agriculture, mais j'ai souhaité poursuivre ce dialogue. Et la conversation ce matin a été tout à fait intéressante. J'ai surtout voulu affirmer ma détermination à soutenir l'agriculture française. Nous avons eu la première agriculture d'Europe il y a quelques années. Nous avons régressé, il ne faut pas l'accepter, il ne faut pas s'y résigner. Et mon objectif, c'est de remettre l'agriculture française au premier rang en Europe. Alors justement, on parle beaucoup, et vous avez beaucoup parlé ce matin de compétitivité avec les représentants des filières. Quelles sont vos propositions justement pour que l'agriculture française regagne une réelle compétitivité dans le monde? Il y a des mesures nationales à prendre. D'abord des mesures d'urgence, parce que certains secteurs sont en très grande souffrance, et je le sais bien. Le lait, les filières animales, aujourd'hui les céréales qui ont fait une très mauvaise récolte. Donc il faut soutenir la trésorerie de nos agriculteurs et il faut que le gouvernement accélère les mesures qu'il a annoncées dans ce domaine. Et puis il y a des mesures structurelles, bien entendu, d'abord au niveau national. Vous avez dit compétitivité, les charges. On a annoncé une baisse de 10 points, il faudra aller plus loin. Peut-être encore plus que les charges, les normes et les réglementations. Tous les paysans me disent qu'ils étouffent sous le poids administratif qu'on leur impose. Pour faire une centrale de méthanisation, il faut 50 procédures. Oui, alors qu'il en faut 2 en Allemagne. Un parfois. Ouais. Donc il faut alléger et ça dépend souvent de l'administration française. Ce n'est pas Bruxelles qui est responsable, c'est souvent notre propre administration qui en rajoute. Donc simplifier. Ensuite, rééquilibrer les relations entre producteurs et distributeurs. Un chiffre qui m'a frappé, face à Nactalis, il y a 70 organisations de producteurs de lait. Donc si on veut vraiment un rapport de force différent, il faudra sans doute modifier certaines dispositions législatives, une loi qui s'appelle LME, loi de modernisation de l'économie, et en même temps que les agriculteurs eux-mêmes s'organisent davantage. Et puis enfin, je voudrais insister sur un point qui pour moi est très important, c'est que l'agriculture est un secteur d'innovation et de modernisation. Elle n'a peut-être pas toujours cette image auprès des Français, mais c'est un secteur d'activité qui est pleinement investi dans l'économie numérique, dans les objets connectés, etc. Donc ça coûte cher, évidemment, et il faut soutenir cet effort d'investissement et de modernisation. Alors justement, dans ce que vous dites, il y a plusieurs points. Est-ce que justement pour la répartition de la valeur entre justement les producteurs, les transformateurs et les distributeurs, vous prenez une contractualisation plus poussée et une répartition du prix plus juste? C'est ce que souhaitent effectivement les producteurs et c'est la raison pour laquelle il faut rééquilibrer cela. Il faut aussi tenir compte d'une forte demande des Français, de produits de proximité, de produits de qualité, de produits bio. Et là aussi, il y a évidemment beaucoup de choses à développer. Il y a une dimension que je n'ai pas évoquée, qui est absolument capitale, c'est l'Europe. Bien sûr. On est à la moitié de la PAC 2014-2020. En 2020, il y a un grand rendez-vous. Il faut s'y préparer. Il faut refonder la politique agricole commune. D'abord en
en allégeant le poids administratif, bien sûr, en consolidant les crédits, hein, et puis enfin en redonnant à cette politique une dimension plus économique que celle qu'elle a eue jusqu'à présent. Il y a en particulier une idée dont nous avons parlé ce matin, qui est celle de garantir les agriculteurs contre l'excessive volatilité des prix sur les marchés mondiaux. C'est le yo-yo. Eh bien, il faut leur garantir un revenu minimum, sans doute par un système d'assurance qui les couvre devant ces aléas souvent très difficiles à supporter. Vous êtes plus pour un système assurantiel ou de gestion du risque plutôt qu'un système de quotas? Oui, je crois que les quotas, on a les sorties. Il faut un système de gestion des crises, hein, qui n'existe pas aujourd'hui, avec une réactivité beaucoup plus forte, et en même temps ce système assurantiel qui existe déjà face aux catastrophes naturelles et qui pourrait être mis au point en ce qui concerne la volatilité des prix. Est-ce que ça peut aller jusqu'à une réforme de la fiscalité, là aussi, sur les bénéfices des exploitations pour qu'on puisse les lisser sur plusieurs années? Il y a un problème qui m'a souvent été posé, celui de la fameuse DPA, là, donc, qui permet eh bien, de lisser effectivement les positions. Il y a des années où on gagne de l'argent, il y a des années où on perd, donc il doit pouvoir lisser l'imposition du revenu pour tenir compte de ces variations année après année. Je pense que c'est une demande qui est tout à fait légitime et qui finalement ne serait pas très coûteuse pour le Trésor public. Justement, vous parliez aussi d'innovation. Ici, dans la région Grand Est, il y a la ferme 112 qui est un peu, j'allais dire, le leader aujourd'hui de la bioéconomie et des agro-ressources. Donc là aussi, c'est comment on peut valoriser d'autres coproduits, en tout cas de l'agriculture nourricière. Là aussi, comment on peut faire en sorte d'améliorer cette bioéconomie et ces agro-ressources et faire en sorte de devenir aussi un leader européen sur ces sujets-là. Je sais qu'ici, il se passe beaucoup de choses, avec un pôle de compétitivité très actif, donc je vais aller découvrir tout cela en quittant ce plateau. Et une des idées qui a été fortement développée, c'est la diversification, justement, des activités agricoles vers l'énergie. Hein. J'ai parlé de méthanisation, mais aussi vers les biocarburants. Donc tout ce qui peut permettre cette diversification doit être encouragé aujourd'hui. Une dernière question, Monsieur Juppé, qui est plus liée, j'allais dire, au statut de l'agriculteur aujourd'hui en France. C'est vrai que l'agriculteur a besoin aujourd'hui de primes, mais il a besoin de reconnaissance et de reconnaissance de son métier. C'est aussi une des demandes, en tout cas, du secteur agricole aujourd'hui. Comment on peut faire pour, j'allais dire, mieux valoriser l'image de l'agriculteur aujourd'hui? D'abord, je pense que les agriculteurs français ont une bonne image auprès des Français. Hein. Il ne faut pas non plus en permanence se lamenter sur le malheur des temps. Je crois que les Français sont conscients de ce que l'agriculture apporte à notre pays et de ce que humainement représentent les agriculteurs, de courage, de goût du travail, parfois d'abnégation, et puis aussi à la fois de tradition et de modernité. Je crois que c'est ça qui caractérise notre agriculture. C'est la tradition, c'est la terre bien sûr, mais c'est aussi l'innovation et la modernisation. Donc c'est très précieux pour la société française. Quand je dis que l'agriculture est un enjeu essentiel, c'est vrai sur le plan économique, c'est vrai sur le plan de l'aménagement du territoire. On ne sauvera notre ruralité qu'en permettant à l'agriculture de se développer. Et c'est vrai sur le plan humain, et je dirais presque de civilisation. Merci M. Juppé, on vous souhaite une très bonne visite aujourd'hui sur cette foire de Châlons. Merci et à très bientôt. Et oui, de bioéconomie et d'image des agriculteurs, il va en être question dans la deuxième partie de ce magazine. Mais avant, Nicolas Sarkozy était aussi l'invité de la foire de Châlons hier. Il a sillonné ses allées et il a justement essayé de partager là aussi son projet agricole avec les agriculteurs et les viticulteurs du Grand Est qui étaient présents hier. Je vous propose de découvrir les principales annonces de son projet présidentiel. Aujourd'hui, la productivité de l'agriculture mondiale recule. Il y a 1 milliard de gens qui ne mangent pas à leur faim. Et d'ici à la fin du siècle, on va passer de 7 à 11 milliards. Donc vous êtes le seul secteur économique qui connaît une telle explosion de ses consommateurs potentiels. L'activité agricole, production alimentaire, a toujours été géostratégique. Elle va l'être de plus en plus. Deuxième élément. L'agriculture française et l'agriculture européenne ont de tout temps été dans le top des agricultures du monde. La question qui se pose maintenant, c'est est-ce qu'on reste les leaders en matière agricole en France et en Europe, ou est-ce qu'on se laisse bouffer par les autres? Mon choix, Président, est très clair. L'agriculture française en particulier, européenne en général, est un secteur stratégique aussi important que le spatial, l'aéronautique, l'automobile.
Parce que pour moi, vous êtes des industriels. J'espère qu'il n'y a pas de misfit, enfin, d'erreur entre nous. Vous êtes des producteurs qui ont un savoir-faire, un goodwill, comme disent les anglo-saxons, qui doivent être payés pour ce qu'ils produisent et pour leur savoir-faire. C'est un choix politique majeur. Troisième élément du raisonnement. Comment on le fait? Alors, il y a ce que peut faire la région et ce qu'elle fait très bien. Il y a ce que peuvent faire les uns et les autres. Ma conviction, je vais vous le dire cash, c'est que nous sommes arrivés au bout d'un modèle. Si on ne change pas profondément notre modèle, j'y reviendrai, je pense que dans 10 ans, on peut avoir l'agriculture française dans l'ensemble de ces filières disparaître. Il faut vous remettre par des décisions que nous prendrons au niveau de compétitivité, non pas des Chinois, mais au moins du marché premier qui est le nôtre en Europe. On n'a pas fait l'Europe pour avoir la concurrence déloyale. On ne peut pas continuer avec des charges entre 25 et 50% supérieures aux Espagnols, aux Allemands, ou dans les abattoirs allemands, il n'y a pas que des Allemands. Il faut que je précise, ou on se comprend? On se comprend. Bon. Donc, en juillet 2017, nous ferons voter pour toutes les entreprises de France, dont l'agriculture, une baisse de 34 milliards d'euros des charges, de façon à ce que vous puissiez vous remettre à niveau de compétitivité avec les autres. Ça veut dire plus aucune charge au niveau du SMIC et on monte jusqu'à 1,6 SMIC pour sortir les charges. Ce mouvement-là n'est pas un choix, n'est pas une alternative. C'est vital. On le fait ou on meurt. On le fait ou on n'a plus d'agriculture. C'est la première chose. La deuxième chose, les normes. En juillet 2017, j'enverrai au Parlement un texte qui prévoit l'abrogation de toute norme française qui serait supérieure à la moyenne des normes européennes. Je n'ai pas besoin d'expliquer, c'est clair, c'est simple et c'est précis. Je ne m'oppose pas aux normes, pour reprendre l'expression de notre ami, mais il n'y a aucune raison, alors qu'on a voulu l'Europe, mais des normes supérieures aux autres. Donc c'est un texte de portée générale, c'est pas telle ou telle norme, toute norme, et je le dis européen convaincu, j'ai aucune leçon sur droit en la matière, toute norme supérieure, Philippe, à la moyenne norme européenne abrogée. C'est un projet donc général d'application globale. Là-dessus, un dernier mot sur les normes. Naturellement que je crois à une agriculture avec de la plus-value. Et naturellement que le rapport entre les producteurs et les consommateurs, ça passe par le respect d'un certain nombre de règles. Mais je n'accepte plus qu'on impose des règles à nos producteurs et qu'on continue à importer des produits venant de pays qui ne respectent aucune de ces règles. Donc, on prend un exemple, la taxe carbone, pas de problème. Sauf que la taxe carbone, elle ne sera pas à la frontière entre l'Espagne et la France, elle sera à la frontière européenne. Moi, je veux bien qu'on nous poursuive sur les OGM, pas de problème. Mais dans ce cas-là, on n'importe pas en Europe des produits OGMisés. Troisième élément. Au mois de mai, on va régler la question avec la Russie.
Il se trouve qu'à 2 reprises, ces 5 derniers mois, j'ai parlé avec M. Poutine de cette question des sanctions. Vous n'avez pas à payer 1 milliard d'euros les conséquences d'un conflit en Ukraine pour lequel vous n'êtes pour rien. Donc nous suspendrons les sanctions contre les Russes et les Russes suspendront les sanctions sur l'ensemble de l'agriculture européenne et française. Ça ne veut pas dire qu'on est d'accord avec M. Poutine sur l'Ukraine, ça veut dire que je n'accepte pas que les paysans français règlent les comptes d'un affrontement entre les Ukrainiens et les Russes. 4. Dans la structure fiscale de vos exploitations, je voudrais vous annoncer un changement extrêmement important. La provision pour aléa ne marche pas. Si ça marche, vous me le dites, ok. Elle ne marche pas, pourquoi? Parce que vous n'êtes jamais dans les bons critères, et quand vous êtes dans le bon critère, vous prenez un contrôle fiscal en récompense. Je propose la chose suivante. La règle va devenir celle-ci. Toute exploitation agricole aura le droit de lisser bénéfices et pertes sur 5 ans. 5e point. Les grandes cultures, vous êtes sur des prix mondiaux. On peut dire tout ce qu'on veut, on peut promettre n'importe quoi, surtout lorsqu'on ne connaît rien. Mais les prix, ils ne sont pas en France, ils ne sont même pas en Europe. On a donc un marché mondial. Je n'accepte pas la spéculation éhontée sur le prix des matières premières. Je ne l'accepte pas. Je m'explique. Je crois à l'économie de marché, cher Luc. Je crois à l'offre et à la demande. Mais je n'accepte pas que la même quantité physique de production agricole soit vendue 10 fois dans l'année. Parce que ça ne s'appelle pas de l'économie de marché, ça s'appelle de la spéculation. La régulation est un sujet majeur avec un mot qui n'est pas un gros mot, qui sont les stocks. Je veux dire, quand il y a une année de forte récolte, pourquoi ne pas stocker? Ce qui permet là aussi de lisser, quand il y a une année de faible récolte. La France a déserté les enceintes internationales sur cette affaire de la régulation. Je ne crois pas à la ligne Maginot. Je préfère vous le dire, chaque fois que des promesses ont été faites, ça n'a jamais été tenu. Je préfère la baisse des charges à des prix qu'on vous promet et qu'on ne tient pas. Mais il y a malgré tout des choses à faire. La première, c'est la transparence. Il n'y a pas de transparence. Et je demande de ce point de vue la modification du droit de la concurrence. Vous êtes sans doute producteur de lait. Vous devez pouvoir vous coordonner pour fixer un prix moyen de production. Aujourd'hui, c'est une violation de la concurrence. Je demande la modification du droit de la concurrence. Car naturellement, vous êtes des milliers de producteurs de lait, il y a 6 acheteurs. Si vous ne pouvez pas définir ce que c'est qu'un coût de revient, pardon, un coût de production, vous êtes étranglés et vous n'avez pas voix au chapitre. Naturellement, dans le partage de la valeur ajoutée, il faut qu'on soit à vos côtés, avec les 6 gros de la distribution. Étant entendu que, et ça, c'est une originalité, je vous dis, c'est ce que je pense, je crois que c'est très dangereux pour les producteurs d'être coupés des consommateurs. Et que se posera forcément un jour la question, pour le mouvement agricole, de la maîtrise de son réseau de distribution. Je pense que l'État peut vous aider. Vous voyez ce que je veux dire? Bon. J'ai été très frappé pendant mon quinquennat du succès des opérations des jeunes agriculteurs, cher Christian, et du succès qui ne se démonte pas du salon de l'agriculture. Il y a une marque
à l'agriculture française. Et c'est dommage de ne pas s'en servir avec les distributions. Et je pense qu'il faut qu'on réfléchisse un peu différemment à tout ce qui se passe. Enfin, dernier point, en m'excusant encore d'avoir été trop long, je veux que les choses soient claires entre nous. Je n'apposerai pas ma signature sur le traité de libre-échange avec les États-Unis. Okay? C'est non. Parce qu'en l'état actuel des choses, c'est la totalité de l'élevage européen qui peut disparaître. J'ajoute que je n'accepte pas les conditions de secret dans lesquelles les négociations se font. Personne n'en connaît les conséquences, les tenants et les aboutissants. Et je demande d'ailleurs que retire à la Commission le pouvoir de négociation. Le pouvoir de négociation doit être assumé par le président du Conseil européen. Et personne. Voilà, ça m'a fait plaisir de vous dire tout ça. Et le pire, c'est que je pense chaque mot de ce que je viens de dire. Chaque mot. Je vous remercie. Retour donc sur le plateau en compagnie de nos invités, parce qu'on va passer à la dernière partie de cette partie actu. On va s'intéresser, comme l'a souligné Alain Juppé tout à l'heure, à l'importance de la bioéconomie et de l'économie circulaire, qui est là aussi un secteur de recherche et innovation pour l'agriculture du XXIe siècle, avec nos deux invités. Jean-Marie Chauvet, bonjour. Bonjour. Vous êtes directeur de la fondation Jacques de Bohan. Alors là aussi, il faut dire un petit mot sur la fondation et sur les objectifs de cette fondation. Tout à fait. Alors, la Fondation Jacques de Bohan est une fondation d'entreprise, donc portée par deux groupes coopératifs importants de la région, Vivessia et Cristal Union, avec aussi un partenariat important à souligner avec la Chambre de commerce de Reims-Épernay et la Chambre d'agriculture de la Marne. Et cette fondation a pour vocation à promouvoir justement le développement, accompagner le développement de la bioéconomie en s'appuyant sur un concept industriel important dans la région qui est celui de la bioraffinerie végétale. Justement, on va découvrir tout ça tout à l'heure. On a même été sur votre site de production tout à l'heure, mais on va accueillir Didier Blanquert. Bonjour. Bonjour. Donc vous êtes vice-président de Cristal Union, justement. Absolument. Et vous êtes président de la section de sucrerie de Sillery. Là aussi, un petit mot sur... Voilà, c'est ça. Donc Cristal Union, c'est un groupe sucrier et qui produit également de l'alcool carburation et de l'alcool alimentaire et pharmaceutique. Donc c'est le deuxième groupe sucrier français qui est très très implanté ici dans la région au travers de 3 sites, dont celui de Sillery que je préside. Alors Jean-Marc Chauvet, on va parler de bioéconomie ou d'économie circulaire. Alors aussi pour nos téléspectateurs, est-ce que vous pouvez repréciser justement ces concepts-là pour que vous compreniez bien? Alors, ces deux concepts, effectivement, sont à la fois des concepts et des réalités qui se conjuguent bien et qui se marient bien. Effectivement, pour nous, la bioéconomie qu'on va un petit peu développer, c'est une économie circulaire par nature. Alors, la bioéconomie, c'est une économie qui repose sur l'utilisation des ressources végétales en particulier, qu'elles soient forestières ou agricoles, en particulier dans notre région. Une économie qui vise à utiliser ces ressources renouvelables pour produire, quand il s'agit de l'agriculture, d'abord des produits alimentaires, mais aussi des produits qui peuvent venir en substitution des produits pétroliers, aussi bien pour les aspects énergétiques que pour les aspects chimiques, qui sont effectivement tout importants, puisque beaucoup de produits issus du pétrole nous entourent dans notre vie aujourd'hui. Même en cosmétique et même dans les matériaux de construction, c'est ce que... la santé, voilà. Je crois que la bioéconomie, c'est un concept général qui est très englobant, si je puis dire, puisque ça comprend aussi bien l'alimentaire que les utilisations industrielles hors du secteur alimentaire, que sont l'énergie, la chimie, la cosmétique et la santé. La valorisation de tous les coproduits qui sont liés à l'agriculture. De la plante entière, voilà. On aime bien parler de la valorisation de la plante entière. Alors ce qui rejoint, c'était un peu le sens aussi de votre question, l'économie circulaire, c'est que tout est cycle dans la vie. Et en particulier le domaine du végétal illustre bien cette notion de circulaire, puisque le végétal va chercher dans l'atmosphère le gaz carbonique, le transforme, crée sa propre matière, ensuite on utilise le végétal et en fin de vie, ça redevient du gaz carbonique. Donc pas d'accumulation si notre cercle est vertueux. Alors justement, pour illustrer vos propos, on va se diriger vers votre plateforme de Paumacle-Bazincourt, justement, et on va voir et on va illustrer vos propos avec la visite de votre bioraffinerie. Reportage de Julien Rosburger.
On se trouve actuellement sur la bioraffinerie qui se situe aux portes de Reims, qui est un complexe qui regroupe plus de 1000 emplois directs, autant d'indirects, qui est un investissement global de plus d'1 milliard d'euros au fil du temps et qui génère un chiffre d'affaires annuel de 750 millions d'euros. Alors ce site, qu'on appelle une bioraffinerie territoriale, c'est parce qu'elle est ancrée dans le territoire et donc elle contribue non seulement à transformer les produits du territoire, mais également il participe à la vie économique du territoire. Vous avez différentes activités. L'objectif premier, il est bien évidemment, c'est un investissement fait par les agriculteurs. C'est bien le monde agricole qui a porté l'ensemble de cette bioraffinerie. Et donc, par cet investissement, ils contribuent à la pérennité de leur production, mais également à la création de valeur pour leur production agricole. Nous avons plusieurs schémas d'économie circulaire à travers ce site. Je vais prendre l'exemple avec l'implantation d'une société comme Air Liquide qui est venue s'installer au pied de Cristanol, puisque Cristanol, dans son schéma de distillation et de fermentation, est aussi producteur de CO2. Ce CO2 est récupéré par Air Liquide, liquéfié par Air Liquide, et donc par cette liquéfaction, on fait un produit qu'il peut revendre à tous les marchands de soda, je ne citerai pas de marque. Et donc, d'un produit CO2 qui est souvent décrié, aujourd'hui on en fait vraiment un CO2 vert, issu du végétal, pour les boissons gazeuses. On a également une chaudière biomasse qui transforme à la fois du bois et des copeaux de bois, à la fois de la paille, mais essentiellement du bois, pour produire une partie de l'énergie dans ces schémas. Et donc on se dégage de plus en plus des schémas utilisant l'énergie fossile. Je rappellerai juste quelques chiffres qui sont intéressants à avoir en tête et qui permettent d'illustrer l'intérêt de ces sites-là au-delà de la valorisation de nos matières agricoles. Pour une unité énergétique, quand on produit cette unité base éthanol de betterave, on émet 30 grammes de CO2. Et quand on la produit toujours, cette même unité énergétique, base charbon, c'est 170 grammes de CO2. Ce que nous faisons ici, nous extrayons, nous purifions, nous utilisons des produits végétaux comme milieu de production de micro-organismes, c'est-à-dire nous fermentons, et nous synthétisons des produits pour la chimie. Tout ça à partir de matières premières végétales et pour servir différents domaines d'application. L'alimentaire, avec des ingrédients pour l'alimentation, la cosmétique, avec des ingrédients obtenus par fermentation ou extraction pour la coloration de la peau, pour l'anti-âge, pour le bien-être, les biocarburants, dont l'éthanol, par fermentation de sucre. Alors Jean-Marc Chauvet, on vient de découvrir justement ce site industriel qui est quand même assez impressionnant, il faut bien le dire, parce que je crois que c'était une ancienne distillerie juste au départ, historiquement. Et justement, on comprend mieux justement le concept de bioéconomie. Alors pourquoi justement c'est important d'avoir, j'allais dire, toutes ces industries du végétal qui sont présentes sur un même site pour pouvoir illustrer ce concept-là? Alors vous avez raison, c'est vrai que ce site est très particulier. Olivier de Bohan, donc le président de la Fondation Jacques de Bohan, a eu raison de rappeler que ce projet était porté par des agriculteurs. Alors, cette bioraffinerie, finalement, on a contribué à donner un peu du contenu à la définition. C'est effectivement un complexe industriel complètement unique qui s'est bâti un peu comme un organisme autour de cette sucrerie. D'autres entreprises sont venues se connecter, se brancher. Il y a toute des synergies, des symbioses. On est véritablement dans le vocable, dans le langage de l'écologie. Et la grande particularité de ce site qui est visité par presque du monde entier aujourd'hui, c'est aussi d'avoir en son sein une plateforme d'innovation qui joue un peu le rôle d'aiguillon et qui en permanence nous interpelle, nous permet de se poser des questions et puis d'envisager l'avenir avec des solutions nouvelles. Didier Blanquert, justement, le site que vous avez, c'est celui de la sucrerie de Sillery. Par comparaison, vous en êtes, vous à quel niveau? On peut décliner
le concept, mais c'est pas le concept d'économie circulaire qui en fait est une réalité. Moi j'aimerais qu'on revienne un peu sur l'origine. L'économie circulaire, elle est liée à l'agriculture depuis que l'agriculture existe. Finalement, tout ce que l'homme emprunte au sol, Oui. il en restitue une partie, de façon à l'entretenir et à le transmettre aux générations futures. Et quelque part, on fait au sein de l'agro-industrie, au sein des usines que nous pilotons, eh bien, on fait exactement la même chose. Si je prends des exemples concrets sur le site de Cidrerie qui ne produit que du sucre, eh bien, on est dans ce dispositif d'économie circulaire où en fait rien ne se crée, rien ne se perd, tout se transforme. C'est pas moi qui le dis, c'est une citation de Lavoisier, ouais. donc ça remonte, c'est pas quelque chose de récent. C'est vrai que le déchet devient une ressource pour d'autres. Voilà. Mais en fait, il n'y a plus de déchets, il y a que des matières qui sont réutilisables. Alors, si je prends des exemples concrets sur le site de Cidrerie, je vais vous parler de l'eau par exemple. La betterave que l'on transforme pour produire du sucre, c'est 75% d'eau. Cette eau, aujourd'hui, est réutilisée à un certain nombre d'endroits, notamment pour le process industriel. Nous ne sommes pas consommateurs d'eau du milieu. Mais c'est quoi ça repart à l'agriculture ou il y a d'autres débouchés sur cette eau industrielle? Alors, cette eau, elle va contribuer au process industriel. Elle va participer à opérer les rejets des effluents, des eaux terreuses sur le sol. Mais on a aussi l'irrigation de TTCR aujourd'hui. On a 25 hectares de taillis à très courte rotation qu'on arrose grâce à ces eaux qu'on récupère de l'intérieur de la betterave. Et ces TTCR, on les coupe tous les 3 ans et on alimente la chaudière à biomasse de Bazancourt. Donc on est vraiment dans un cycle qui est abouti, totalement abouti. C'est vraiment ça, c'est vraiment le fait d'avoir un cycle vertueux, c'est ça? Oui, c'est synergie. Alors, effectivement, le cycle, moi je l'ai évoqué de façon globale tout à l'heure quand j'ai parlé du gaz carbonique, du CO2, je dirais à l'échelle de la biosphère. Mais sur un site comme celui de Bazancourt et dans une certaine mesure comme celui de Cidrerie, on a des boucles, des boucles locales, des boucles vertueuses et nous travaillons pour améliorer chaque jour davantage ces boucles. L'exemple de l'eau est un très bon exemple. C'est vrai que sur le site de Bazancourt, vous avez de la betterave qui est finalement du sucre, mais aussi beaucoup d'eau. Et cette eau, avant de la répandre dans les champs, elle est utilisée par exemple pour transformer le blé, qui est une matière première sèche et qui a besoin d'eau dans ses process. Alors on parle de l'eau, mais on pourrait parler aussi de l'énergie. Il y a des partages d'énergie. Quand on essaye aussi de substituer l'énergie fossile par d'une énergie biomasse pour les besoins en énergie de nos procédés. On travaille aussi sur l'amélioration de nos procédés pour qu'ils consomment moins d'énergie pour la même efficacité, voire une efficacité plus grande. C'est un travail permanent. Et finalement, la coopération qui était la base, un statut juridique, c'est aussi, je dirais, un état d'esprit qu'on partage et qu'on partage même, et ça c'est cette grande chance qu'on a sur le site de Bazancourt-Pomacle, avec les chercheurs qui nous aident à aller encore plus loin dans, je ne sais pas si le mot est français, mais vertuosité, enfin d'être plus vertueux. Plus vertueux. Didier Blanquart, alors on voit bien l'intérêt justement de cette bioéconomie pour l'environnement, mais est-ce que finalement, dans bioéconomie, il y a économie, est-ce que c'est aussi quelque part rentable pour les agriculteurs au sens large? Bien sûr, puisque, comme le dit Jean-Marie, déjà nous sommes dans un système coopératif, donc c'est un système qui est totalement vertueux en termes de partage de création de richesse. Donc effectivement, de toute façon, à tous les échelons, dès qu'il y a cette recherche d'économie circulaire, de valorisation des produits et des coproduits, elle s'inscrit aussi dans une démarche économique d'optimisation industrielle, de gains de productivité, d'économie d'énergie. À tous les niveaux, il y a des économies et des gains qui sont réalisés. Donc c'est un système vertueux par rapport à l'environnement, par rapport aux attentes sociétales, il ne faut pas l'oublier dans un certain nombre de cas, et bien entendu au niveau économique. Il faut pas, c'est aussi et souvent l'économie qui nous incite et qui nous fait progresser sur ces sujets-là. Il faut pas l'oublier. Jean-Marc Chauvet, sur cette notion de coût et de coût global, on voit bien justement l'optimisation des coûts globaux justement, mais finalement ça demande aussi un fort investissement en recherche et vous en parliez tout à l'heure. Donc finalement, est-ce que réellement, dans la globalité
de l'économie. On est plutôt sur une optimisation des systèmes et des process. Il faut aussi s'inscrire dans une logique de long terme. Finalement, le développement durable, c'est ça aussi. C'est un développement qui a des racines profondes et en agriculture, on est bien placé pour le savoir. On a fondamentalement, effectivement, une démarche entrepreneuriale. D'ailleurs, il y a une expression qui est souvent citée, qui appartient un peu au patrimoine de la région, a été prononcée par Gustave de Bohan, c'est faisons nos affaires nous-mêmes. Faire, c'est entreprendre. Nous, c'est tous ensemble. Donc, cette logique économique, comme l'a rappelé Didier, est vraiment très présente. Et l'idée, vous savez, au départ, l'agriculture a dit on va transformer sur place pour acquérir de la valeur à nos productions. Olivier de Bohan l'a rappelé dans le film. Aujourd'hui, on va encore plus loin. Avec la recherche, c'est pour aller encore plus loin et toujours plus loin. Mais toujours dans une approche, effectivement, de coopération collective. Et on pense que tous ensemble, on peut aller plus loin. Et je crois qu'on le prouve. Hein. Mais surtout, intégrons cette logique du long terme. Ben justement, on va terminer justement cette séquence sur ce que vous venez de dire. Je rappelle qu'il y a un livre, en tout cas si vous voulez là aussi aller plus loin sur la compréhension de la bioraffinerie, de la bioéconomie et de l'économie circulaire. C'était quoi votre slogan ? Alors, nous avons préparé la COP 21 avec une manifestation labellisée. Nous l'avons appelée la bioéconomie, une économie circulaire par nature. Voilà, une économie circulaire by repris, nature. Voilà, by nature, c'était repris aussi au niveau européen. Alors ce livre, c'est important de signaler qu'il a été rédigé par nos collègues de Neoma, la Business School, avec effectivement l'environnement et l'appui des écoles qui sont aussi sur place, AgroParisTech, Centrale Supélec. Il existe aussi en anglais parce que nous promouvons, nous avons cette action de promotion aussi à l'échelle européenne. Merci, messieurs. Et on se retrouve maintenant sur la partie débat. Alors le débat du jour, il est consacré à l'amélioration de l'image des agriculteurs, que ce soit vis-à-vis des agriculteurs eux-mêmes ou vers le grand public. On l'a vu tout à l'heure avec Alain Juppé. On a parlé justement de ce besoin, malgré tout, de reconnaissance sociétale de l'agriculteur. Et pour en parler, nous avons le plaisir d'accueillir Gilles Maréchal. Vous êtes président du réseau phare. Directeur du réseau phare. Donc là aussi, il faut rappeler à nos téléspectateurs ce qu'est le réseau. Alors phare, c'est le forum des agriculteurs responsables, respectueux de l'environnement. Et là, je suis plus au titre de l'animation d'une plateforme dont on va parler qui s'appelle Agridemain, qui travaille sur la communication du monde agricole vers le grand public. Alors justement, comme nous sommes ici dans la Marne, on a aussi votre représentant local avec nous. Benoît Collard, bonjour. Bonjour. Donc vous êtes vraiment l'animateur du réseau phare de la Marne, c'est ça ? Je suis surtout un des membres actifs puisque je fais partie des fermes de rencontre depuis 1994. Alors là aussi, voilà, on va repréciser un peu les choses parce que pour améliorer justement l'image des agriculteurs, vous essayez de faire des ambassadeurs, que chaque agriculteur puisse devenir ambassadeur de sa ferme et de sa communication. C'est bien ça ? C'est ça. Depuis un an, il y a eu une démarche qui vise à créer une communauté d'agriculteurs, d'ambassadeurs, pour travailler sur une démarche qui s'appelle Agridemain. Et l'objectif, c'est de fédérer avec 15 organisations, de donner une image plus cohérente du monde agricole vers le grand public. La communication du monde agricole, elle est bonne par filière, par produit et, comme on dit dans l'agriculture, par silo. Mais elle est, aux yeux du grand public, elle n'est pas cohérente et le grand public n'arrive pas à... Pour lui, c'est une boîte noire, l'ensemble de l'agriculture. Donc notre objectif, c'est s'appuyer sur les agriculteurs qui ont une très bonne image auprès de l'opinion publique, près de 80% d'opinion positive d'après les différents sondages, pour en faire des ambassadeurs et leur donner la parole pour qu'ils justement ils prennent la parole et qu'ils expliquent, qui racontent l'histoire de l'agriculture dans leur exploitation, comme le fait Benoît chez lui. Et c'est histoire par histoire, exploitation par exploitation, qu'on arrivera à donner la réalité de l'agriculture, à montrer la réalité de l'agriculture, sa diversité et aussi sa complexité. Alors Benoît Collard, concrètement, comment vous faites ? Vous recevez tout le temps des personnes qui viennent dans vos exploitations ? Dire ce que l'on fait, c'est bien. Faire ce que l'on dit aussi, c'est encore mieux. Et pour le prouver, pour le montrer, je dirais, à tous les visiteurs, c'est de les faire venir sur l'exploitation. Donc moi, j'ai des productions végétales, mais j'ai aussi des productions animales. Et je fais beaucoup de ventes au détail. Je vends de la volaille au détail, de la pomme de terre au détail. J'ai un magasin à la ferme et donc je fais partie d'un magasin à Cernay-les-Reims. Donc ce qui permet aussi par rapport aux consommateurs d'aller jusqu'aux produits. Et donc de leur expliquer comment, par exemple, on nourrit les animaux, avec quoi. Moi, je leur montre comment je fabrique mon aliment, comment je le distribue et comment ils consomment, et le produit fini.
Donc ça, c'est très important. Vous pouvez faire une réunion, un colloque, une table ronde. Le consommateur, ce qu'il veut voir aujourd'hui, c'est il veut le voir. Oui, il veut être rassuré, il veut redonner du sens à l'acte de consommer. On fait une porte ouverte tous les ans avec 2 autres collègues. On a 500 personnes tous les ans. Ouais. Et on fait ça autour du 20 octobre, donc à une période où c'est un peu... Et les gens, tous les ans, on essaye d'innover, de leur montrer une petite facette de notre façon de travailler. C'est ça le concept d'Agri Demain? Voilà, le concept d'Agri Demain, c'est de proposer aux différents ambassadeurs, il y en a aujourd'hui 200 sur l'ensemble du territoire, des événements qui vont leur permettre de se raccrocher ou non à telle ou telle opération. Je prends un exemple, on a commencé avec la fête des moissons. Ouais. Qu'est-ce que c'est que la fête des moissons? Il y en a depuis des lustres. Nous, on lui a donné un caractère un peu moderne en l'intitulant, enfin la fête des moissons comme la fête des voisins. C'est-à-dire qu'une vingtaine d'agriculteurs ont ouvert leurs portes à la fin du mois d'août et ont invité le grand public à venir tout simplement boire un verre, boire un pot, pour leur dire, bon voilà, la moisson elle a été catastrophique cette année, mais ce n'est pas pour autant qu'on ne veut pas vous expliquer justement pourquoi et comment ce métier est lié aux aléas climatiques. Et il y a le grand enseignement, c'est 1, les agriculteurs ont répondu présent, puisqu'ils ont organisé ces fêtes des moissons. 2, le public a répondu présent. Moi, je suis allé dans une fête des moissons à Châtillon. Il y avait 120 personnes, dont une centaine qui n'étaient pas des agriculteurs, qui posaient des questions toutes simples, comme le disait Benoît. Et puis, troisièmement, l'objectif, c'est de recréer du lien. Il faut absolument, tous les sociologues nous le disent, les agriculteurs sont de plus en plus seuls dans un milieu habité par d'autres. Il faut recréer du lien entre ces personnes, entre ces populations qui ne se comprennent pas toujours. On avait des étudiants qui nous disaient, moi j'ai vu toujours les moisse-battes quand j'étais jeune, les moissonneuses-batteuses, mais j'étais jamais monté dedans. Et il y avait la queue pour monter dans la moissonneuse-batteuse. Voilà. Donc aujourd'hui c'est les moissons, demain on fera un événement sur l'élevage, sur par exemple quand on met les animaux en pâture. On fera la même chose sur les vendanges. C'est expliquer, production par production, comme le disait Benoît, la réalité, encore une fois, du métier qui est difficile à comprendre pour un public qui est de plus en plus citadin. Oui, de plus en plus coupé de ses origines agricoles là aussi. Et justement, on attire les jeunes, par exemple, sur la fête des moissons. Oui, moi, je vous dis, on a fait une vidéo et ce qui nous a frappé, c'est l'étudiant qui venait dire justement qu'il constatait qu'il avait intérêt, qu'il apprenait les choses sur cette fête des moissons, alors qu'on aurait pu croire que c'était seulement les habitants, les voisins qui seraient venus à cette fête des moissons. Mais il y a toutes sortes de publics qui sont venus. Donc là, vous recevez là aussi des jeunes et des enfants sur votre exploitation? Moi, tout âge, de 7 à 77 ans, c'est comme Tintin. Et le plus compliqué, je vais vous dire, c'est de recevoir des scolaires, parce qu'un enfant, lui, il n'a pas d'a priori. Donc quand il a envie de poser une question, il la pose. Et je peux vous dire que quand j'ai commencé, moi, à faire de la communication, de recevoir des groupes, eh bien, des fois, vous n'avez pas de réponse. Et donc ça vous interpelle, ça vous interroge. Comme recevoir des journalistes qui m'ont fait découvrir un autre monde, ou quand vous recevez une association environnementale. À chaque fois, vous découvrez quelque chose. Et moi, je dis toujours que ça a été le fil rouge de toute ma carrière. De rencontrer des gens, d'échanger avec des scientifiques, avec du grand public, avec des gens qui ne connaissent pas et qui veulent tout simplement savoir. Et l'intérêt pour nous, c'est aussi de connaître les autres métiers. Est-ce que justement, dans les questions les plus communément posées par les gens qui visitent vos exploitations, je veux dire, le respect de l'environnement, la protection de la biodiversité, c'est des questions qui arrivent naturellement sur le terrain? Et aujourd'hui, ça arrive naturellement. Et donc, moi, sur ce sujet-là, en plus, je fais partie d'une association qui s'appelle Symbiose, où je défends justement cette notion de biodiversité. J'ai redécoupé toutes mes parcelles en 2 ou en 3, justement, avec des bandes enherbées, des bosquets. L'idée, c'est d'utiliser la biodiversité comme nouveau moyen de production. Pour moi, c'est ça ce qui est essentiel. Demain, je pense qu'on va pouvoir se passer d'insecticides, tout simplement parce qu'on va avoir recréé un équilibre, un nouvel écosystème. Et l'homme, n'importe comment aujourd'hui, il a détruit des écosystèmes. C'est à lui aujourd'hui de les reconstruire. Ce ne seront pas les mêmes qu'hier, mais c'est des écosystèmes de demain, des écosystèmes d'avenir. Alors notre dernier ministre nous a trouvé un terme agroécologie, alors on aime ou on n'aime pas, mais à la limite, pour moi, ça traduit bien un peu vers quoi doit aller l'agriculture. Oui, sur un système un peu plus raisonné, un peu plus raisonné, un peu plus respectueux de l'environnement. Alors justement, là vous vous adressez, j'allais dire, au grand public. Gilles Maréchal, comment on fait pour que cette action, elle puisse là aussi servir de lobbying auprès justement des grands acteurs publics qui sont finalement ceux qui vont après faire évoluer les choses? Alors Agri Demain démarre, puisque c'est la première année, et la première étape, c'était de constituer une plateforme d'ambassadeurs dans un premier temps.
de voir à qui on avait affaire, de leur proposer un certain nombre d'actions. La deuxième étape, c'est effectivement de s'intéresser aux leaders d'opinion. Et justement, à partir du moment où les agriculteurs communiqueront au travers de ces différentes opérations, ensuite, on pourra proposer aux leaders d'opinion, aux journalistes et même aux élus un certain nombre d'actions plus précises, fort des résultats qu'auront engrangés les agriculteurs, fort des expériences qu'on pourra valoriser, mais la proximité, la communication de proximité est la première étape et elle est indispensable. Et comment vous réussissez justement à fédérer sur tout le territoire ? On fédère parce que déjà c'est la première fois qu'on a 15 organisations qui acceptent de faire converger leurs services de communication, les messages. On se réunit à peu près tous les mois avec les directeurs de communication et justement c'est de dire notre cible c'est le grand public. On a un certain nombre d'études qui nous démontrent justement le décalage qu'a l'opinion publique par rapport à la réalité de l'agriculture. Est-ce qu'on est d'accord pour mettre telle et telle action en place? Donc, pour la première fois, on tire tous dans le même sens. Et c'est ça la première, je dirais, la première force de Agri-Demain. Et puis ensuite, chacun fera un certain nombre d'actions et de manière complémentaire, on pourra engranger les résultats petit à petit. La prochaine action nationale, c'est quoi ? Alors la prochaine action nationale, c'est autour de l'élevage, justement, essayer d'avoir une opération qui va permettre aux éleveurs de prendre la parole. Elle n'est pas encore identifiée, donc je ne peux pas vous la dire. Et puis le salon de l'agriculture, bien sûr, on veut être présent, on veut que les agriculteurs prennent la parole et essayer de sortir un peu de cette image de Martine à la ferme, c'est-à-dire où tout va bien, où on veut montrer que les choses qui vont bien. On ne veut pas montrer les choses qui vont mal seulement, mais montrer la réalité de l'agriculture. Encore une fois, c'est ça le plus important. Benoît Collard, votre prochain événement dans votre exploitation, c'est quand ? Alors aujourd'hui, c'est plutôt la porte ouverte au mois d'octobre. D'accord. Qui ne sera pas forcément dans mon exploitation, puisqu'on fait une exploitation, enfin un truc tournant. Mais bon, à la limite, on peut être interrogé par demain un groupe qui veut venir, etc. Donc nous, on s'adapte et on dit très très rarement non. C'est vraiment que si on dit non, c'est parce que vraiment on a un impératif, on ne peut pas. Mais sinon, moi, je reçois toujours des gens qui veulent venir voir mon exploitation. Alors des fois sur des thématiques très générales, parfois sur des thématiques très ciblées. Quand vous avez un groupe d'agriculteurs, etc., par exemple, il veut parler que sur les engrais, que sur les phytos, les sanitaires. Donc moi, je m'adapte. Bon, mais très bien. Il faut s'adapter. On a fait les 10 ans de phare. Il y a 10 ans chez Benoît, il y avait 300 personnes qui sont venues dans une ferme isolée, plutôt. Oui, quand même pas beaucoup. Relativement. Donc, à partir du moment où on montre les choses clairement, où on intéresse le public, il vient présent. C'est aussi l'occasion de cette foire de Châlons de pouvoir aussi rencontrer les agriculteurs et les viticulteurs qui sont présents ici à cette foire de Châlons. Merci messieurs d'avoir participé à ce débat. Et nous on se retrouve alors dès demain pour Terre d'Info, le JT à 11h en direct. Et dès cet après-midi pour l'escapade gourmande et touristique pour découvrir la région Grand Est à 15h en direct. À tout à l'heure, bon appétit. Et d'ici là, cultivez votre jardin. Au revoir.